soir, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission qui se propose de charbonner votre intelligence. Nouvelle rubrique, nouvelle énergie pour cette année 2018. On va commencer tout de suite avec une rubrique qui me permettra de partager avec vous chaque semaine un poème. Ça s'appelle Temps Poème. Lettre d'octobre. Quelquefois je redeviens mortel mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traînent une bouée de douleur, aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre, témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Georges Castrat, L'encre est ma demeure, voici donc votre poème pour ce week-end. Yannick Lahens est née à Port-au-Prince en 1953. Elle fait une partie de ses études secondaires et supérieures en France avant de retourner en Haïti pour enseigner la littérature à l'Université d'État jusqu'en 1995. Longtemps professeure, mais aussi journaliste, elle a collaboré à différentes revues haïtiennes et étrangères et particulièrement à la revue haïtiano-caribéenne Chemin Critique, à la revue Bouture et collabore encore à la revue franco-haïtienne Conjonction. Elle a animé l'émission culturelle Entre nous sur Radio Haïti Inter. Elle a fait partie du cabinet du ministre de la Culture Raoul Peck, puis a été l'une des responsables du projet Route de l'esclavage qui s'intéresse à la problématique de l'esclavage en Haïti à travers les sciences et les arts. Son action citoyenne a été saluée en 2007 par le collectif féminin haïtien. Elle a également créé en 2008 Action pour le changement, destinée à sensibiliser les jeunes sur des questions d'intérêt national et à renforcer le lien social, notamment à travers la réalisation de courts-métrages. 2 de ces courts-métrages réalisés par des jeunes dans un camp après le séisme ont été vus dans des festivals à l'étranger. Cette fondation a aussi permis la mise sur pied de 4 bibliothèques à la même époque dans les zones affectées par le séisme. Elle a contribué en 2017 à la formation de l'association Initiative Santé Mentale Haïti qui a pour objectif de sensibiliser, d'informer la population sur la maladie mentale et d'intervenir à moyen terme auprès des malades et de leurs proches. En 2011, Yannick Lahens a reçu le prix d'excellence de l'Association d'études haïtiennes pour l'ensemble de son œuvre. En 2014, elle s'est vue décerner le titre d'officier des arts et des lettres par l'ambassadeur de France en Haïti. Elle a été la première femme invitée d'honneur de Livre en Folie en 2009, invitée d'honneur du Festival Littérature du Québec en 2015 et invitée d'honneur du premier festival de littérature à Marrakech en octobre 2015. Yannick Lahens brosse sans complaisance le tableau de la réalité haïtienne dans chacun de ses livres. Elle est l'auteur d'un essai, L'exil entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien Deschamps 1990 et de nouvelles Tantrésia et Les dieux, l'Harmattan 1994, La petite corruption, édition mémoire 1999 et La folie était venue avec la pluie 2005. En 2000, paraît aux éditions du Serpent à plumes son premier roman, Dans la maison du père, qui a reçu Libéras-tu prise. Chez Sabine Westpiesser, éditeur, elle publie en 2008 La couleur de l'aube, qui est distinguée par plusieurs prix. Prix du livre RFO 2009, prix littéraire Richelieu de la francophonie 2009, prix 1000 pages 2008 et le prix des lecteurs de la ville de Vicenne en 2009 et en 2010, son récit Faille, inspiré du séisme qui a frappé Haïti de la même année. Puis, en 2013, Guillaume et Nathalie rencontrent une très bonne réception critique. Il obtient le prix Cabaret des lycéens en 2014 et le prix Caraïbes de l'Adelphes 2013. Pour la réédition de La petite corruption en 2015, elle obtint le prix Joseph Descharles. En septembre 2014, elle publie Bain de lune, toujours chez Sabine Westpiesser, éditeur,
son grand roman de la terre haïtienne, fruit de plusieurs années de travail. Ce roman obtient le prestigieux prix Femina en 2014. Bain de Lune a obtenu le prix French Voice qui a été traduit en anglais et publié en septembre 2017 sous le titre Moon Bath, édition Deep Vallon. Ces livres sont traduits en anglais, en allemand, en catalan, en espagnol, en japonais, en italien, en portugais et en norvégien. Cyprien écoute d'une oreille distraite et pour la énième fois à la radio, cette voix chaude vantée entre deux malheurs les mérites de l'Audi Quattro. Tu as une grande merveille de la nature. Tu as une nation légendaire d'épopées. Tu as un peuple de braves, résilients. Tu es Audi, tu es Haïti, le pays de la Quattro. Autant Cyprien aime cet engin rutilant, puissant, racé, les Allemands vraiment chapeau, autant il lui est difficile, malgré cette voix visiblement travaillée, de faire le lien entre Audi et Haïti. Audi et Haïti, il fallait tout de même la trouver, celle-là. 12 déroutes, Yannick Layens est sur le plateau, délivrez-vous. Ça fait longtemps que vous attendez Yannick à cette émission. Ah ben voilà, elle est là en 12 déroutes. Madame Layens, le bonheur? Oui, absolument. Et c'est un travail de tous les jours, le bonheur. 12 déroutes, c'est donc le dernier enfant de Yannick Layens. Dans quelles conditions ce roman a-t-il été accouché? Pour chaque roman, il y a vraiment des conditions particulières. Il y a des romans sur lesquels je travaille sur un long terme, comme Bain de Lune ou La couleur de l'aube. Puis il y en a d'autres, je les fais à un rythme beaucoup plus, comment je pourrais dire, très court. Et ça a été le cas pour 12 déroutes. C'est un livre écrit durant les 2 dernières années, peut-être une année et demie, et vraiment à fleur de conscience. Je voulais prendre le pouls de ce que je vivais dans Port-au-Prince, Haïti et le monde aujourd'hui. Voilà. On va planter le décor rapidement pour situer les téléspectateurs. 12 déroutes. À Port-au-Prince, la violence n'est jamais totale. Elle trouve son pendant dans une douceur suraiguë. Douceur qui submerge Francis, un journaliste français, un soir au Corosol Resto Bar, quand s'élève la voix cassée et profonde de la chanteuse Brune. Le père de Brune, le juge Berthier, a été assassiné, coupable d'être resté intègre dans la ville où tout s'achète. À l'annonce de la mort de ce père qui lui a appris à ne jamais souiller son regard, la raison de sa fille a manqué basculer. 6 mois après cette disparition, tout son être refuse encore de consentir à la résignation. On va déjà rester là dans le cas de ce personnage qui s'appelle Brune. Il y a pour ce roman de Yannick Layens une pluralité de personnages avec des psychologies très riches, mais Brune, c'est une personne qui a gagné en révolte à la mort de son père. Est-ce que c'est une femme qui a pris sur elle sa féminité en ayant perdu son père? Je pense que, comme pour toute personne, femme ou homme, il y a des moments de la vie qui vous transforment. Et je pense qu'elle a été transformée par la mort de ce père, à la fois par rapport à ce que le père lui a donné comme héritage, et par rapport à ses propres choix, et par rapport certainement au conseil de son oncle aussi, qui a une énorme influence sur elle, et par rapport à sa mère, qu'elle regarde vivre, qui est à la fois modèle et contre-modèle, qu'elle aime beaucoup, mais elle n'aimerait pas poursuivre sa vie de femme telle que sa mère l'a fait. Ouais. Et ce père, il n'est pas mort dans n'importe quelle condition. Au début du roman, il fait une lettre, mais vraiment magnifique. Après, quand nous sommes à la page 19, nous lisons « Quand il a compris que la mort fonçait droit sur lui, Raymond Berthier a avancé à sa rencontre, sans scier, sans fléchir la nuque. Ma chère femme, les menaces à peine voilées ne laissent plus aucun doute sur le sort que certains croient devoir me réserver. Mais je ne partirai pas. » Pierre Martin ne se souvient plus en entier de la lettre de Raymond Berthier qui, pourtant, l'obsède encore. Mais, voici le passage qui m'a secoué, il sait que vivre aujourd'hui à une telle hauteur dans cette île est tout simplement démodé. Y a-t-il quand même des Raymond Berthier dans ce pays? Des gens qui résistent aux appels de la corruption et qui préfèrent y laisser leur peau? Je dirais oui, ça existe encore, mais il faut voir le fonctionnement finalement de ce que je pourrais appeler les médias ou les réseaux sociaux. Je pense qu'on met en avant surtout le bruit et la fureur. Ouais. Or, je pense que c'est une ville ou même une île où des gens continuent à vouloir vivre à une certaine hauteur. Mais ce ne sont pas ces gens-là que l'on met en avant.
Je vois des tas d'expériences très positives d'orchestres, de musique classique qui prennent naissance dans des milieux populaires, enfin modestes. Je vois des gens qui créent leur petite micro-entreprise puisqu'ils n'ont pas de crédit auprès des banques installées. Je vois des gens qui font des festivals de théâtre sans salle de théâtre. Je vois des festivals de cinéma sans salle de cinéma. Tu es marraine du club ciné. Je suis marraine du club ciné. Donc il y a un pays qui vit en dehors. Et je dirais bien en dehors à la fois des politiques et des héritiers. Dans cette distance, oui, il y a des gens qui continuent de vivre. Malheureusement, je pense que nous allons de chute en chute et que ce qui se passe en Haïti, d'ailleurs, Haïti n'en a pas le monopole. Comme je te disais hors micro, quand on voit ce qui s'est passé dans l'Italie jusqu'à Berlusconi, des années 70, c'était une mise sous tutelle complètement des institutions par des forces mafieuses, des forces illégales, et toutes les institutions étaient prises dedans. On regarde la Colombie à côté, il y a eu une période difficile. Donc nous n'avons pas le même monopole, mais pour l'instant, nous sommes dedans. Ouais. Et dans ce dedans, passé 60-65 ans, on est un cadavre en sursis dans cette île. Ben oui, l'espérance de vie, c'est 60 ans, 53, 57. Quand on a 60 ans, c'est un luxe déjà. Oui. On est en mode roue libre. Absolument. C'est bientôt la fin. Donc il faut au contraire jouir de chaque instant quand on a passé 60 ans. Parce que les conditions matérielles d'existence sont tellement précaires que ça prend la vie dès le carrefour de la soixantaine. La vie ne peut plus tenir le coup. Oui, c'est vrai, la vie ne peut plus tenir le coup. Et dans La couleur de l'aube, j'avais aussi la mère, qui était un personnage qui avait dépassé, qui était ce cadavre en sursis, et de même que Pierre. Et les choses vont tellement vite. Je crois qu'il y a une accélération du temps d'Angelo. Imagine que moi, quand je nais pratiquement dans le même monde que mes grands-parents. Aujourd'hui, tous les 10 ans, on a une nouvelle génération. C'est-à-dire les changements vont tellement vite, les choses vont tellement vite, que la personne qui a plus de 60 ans a vu beaucoup de choses se dérouler. Et les enfants naissent maintenant avec WhatsApp, quoi. Voilà. Avec WhatsApp dans la main. Exactement. Donc c'est un autre monde dans lequel on doit s'adapter. Et on a la chance d'avoir connu l'ancien et le nouveau. Donc c'est un peu le cas du personnage de Pierre. Je m'en vais maintenant interpeller le titre de ce roman. Est-ce qu'une déroute peut être douce? On la rend douce pour pouvoir survivre. Mais je pense que oui, nous sommes quelque part tous plus ou moins dans une déroute. Parce que si nous n'étions pas dans la déroute, les choses seraient autrement. Donc nous la rendons douce pour pouvoir survivre. Voilà. Alors, ce n'est pas un roman dans lequel tu condamnes. C'est un roman dans lequel tu élabores, tu laisses ouverte la géographie des responsabilités des uns et des autres dans cette déroute. Toujours. Il y a l'État qui a sa part dans la chose, il y a la grande bourgeoisie, la petite bourgeoisie, il y a le peuple qui est là-dedans, mais il y a le complot impérialiste qui est là-dedans. Pourquoi tu refuses de condamner Yannick Laes? Parce que je pense que l'espace du roman, ce n'est pas l'espace d'un programme de parti politique ou l'espace d'une pétition qu'on signe. Si je signe une pétition, je la signe parce que, bon, j'ai défini, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, et je signe une pétition. Si je suis dans un parti politique, il y a des objectifs à atteindre, je dois être dans l'absolu. Mais je pense que le roman, c'est l'espace de la complexité. Ouais. Et ça, la complexité te permet d'aller plus loin que le simple constat. Parce que si on reste simplement dans le constat du bien ou du mal, on serait déjà au paradis. Si on savait d'avance ce qui est... Voilà, on serait déjà au paradis, on n'en est pas encore là. Et c'est ce qui est bien également dans ta façon de camper tes personnages. Absolument. Ils sont ni des hommes de bien, ni des femmes de bien, ni des hommes totalement maléfiques. Parce que je crois que si on reste dans le domaine justement de la non-complexité, on va être dans le domaine d'une morale étroite, on va être... Je dirais qu'il y a des lois pour ça. Moi, je suis dans la littérature, donc j'essaie d'aller vers cette autre lumière. Pas seulement dans les ombres, j'essaie de voir aussi lumière et ombre. C'est ce que j'aime, par exemple, que j'ai beaucoup aimé dans Marie Chauvette. Quand elle a fait ses romans, je trouvais que c'était la première qui mettait en place cette complexité. Et pour reprendre quelqu'un comme Kundera, qui te dit l'espace du roman, c'est ça. Ouais. Ça nous permet, je renvoie le lecteur à ses propres interrogations. Je ne lui donne pas de réponse. Ouais, je pense que chacun de nous peut savoir pour elle qu'est-ce que c'est qu'une déroute. Où commence la déroute, où commence. Et dans cette déroute, il y a une grande place pour l'humour, pour l'autodérision.
quand un sénateur chante dans le pays, le soleil levé chaque jour, c'est un comme dans le paradis, Haïti chérie. En même temps, Oui, qu'il y a cette alors que déroute. par exemple, le journaliste vient d'annoncer qu'il n'y a pas de coton ou de seringue à l'hôpital de Ouais. l'Université d'État d'Haïti. En même temps, lui, il Voilà. dit dans mon pays, le soleil se lève chaque jour, c'est comme si j'étais au paradis. Est-ce qu'il s'agit là d'une ruse du collectif haïtien pour résister, pour tenir? Est-ce vraiment de l'humour ou un stratagème collectif pour résister? Enfin, je ne parle pas du collectif haïtien. Ouais. Je pense que j'étais à fleur de conscience, c'est-à-dire les yeux ouverts, la bouche ouverte pour sentir, goûter, le nez, les odeurs, la tête pour comprendre, le cœur pour... voilà. Et c'était un peu le Port-au-Prince durant 7 jours. Qu'est-ce que ça peut être Port-au-Prince durant 7 jours? Il y a tout dans Port-au-Prince. Durant une journée, durant 7 jours, tu as le sublime, le grotesque, le sang, la beauté aussi dans Port-au-Prince. Tout y est. Tout y est. Et c'était pour moi une façon d'être au plus près de cette germe d'humanité que nous offre Port-au-Prince. Si on sait la saisir, si on sait être à l'écoute de ce qui se passe. Et d'être partout. Parce que quand on reste confiné dans son peut-être confort chez soi, on passe à côté de ce Port-au-Prince-là. Oui, l'humour existe. Heureusement qu'il y a l'humour, parce que ça nous permet d'aller au-delà, de transcender tout ce qui pourrait nous faire chuter. Oui, Heureusement qu'il y a l'humour. Yannick Laens, 12 déroutes, c'est donc ma première invitée pour cette année 2018, le temps de votre première respiration à cette émission. À la fin de l'adolescence, après que ses parents eurent compris que leur fils, ce jeune homme de la petite bourgeoisie, n'invitait les filles à la maison que parce que leur frère l'intéressait, que, en embrassant les filles, ils rêvaient de toucher la peau de leurs frères intrépides, sages ou fanfarons, là, oui, ses parents ont pris peur. Mais enfin, Pierre, tu ne vas tout de même pas couvrir de honte la famille. On va te faire partir. La petite bourgeoisie a toujours trop à perdre, trop à prouver. Elle ferme tout à double tour, jambes, cœur et tête. Elle ne sait que se mettre à genoux devant plus fort qu'elle ou piétiner ceux d'en bas. Est-ce que la petite bourgeoisie haïtienne pourra à un moment sortir de cette posture-là pour être une véritable classe moyenne capable de booster l'économie nationale? Est-ce que c'est envisageable? Oh là, tu me demandes un vrai programme politique. Je n'ai fait que camper des personnages. Ce que je dis là n'est pas nouveau. Fernand Hibert l'a dit dans Les Tazards ou bien dans Sénat. Donc ça n'a rien de nouveau et je ne pense pas que ça soit particulier à Haïti. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, elle se réduit comme une peau de chagrin. Nous allons vers un pays où il n'y a que ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et avec un tel schéma, nous allons de toute façon droit dans le mur. Et il y aura toujours ce pays, justement, hors des héritiers des politiques, qui continueront, ce pays continuera, à chercher la beauté, à chercher l'efficacité, à chercher à exister. Mais nous allons aller droit dans le mur. Effectivement, elle se réduit comme une peau de chagrin. Plus elle sera réduite, plus elle aura ces attitudes-là pour pouvoir sauver les dernières mises. Et plus il y a de tensions sociales, de précarité, d'inégalité, plus il y aura de personnages comme Jojo. Absolument. Parle-nous de Jojo. Jojo Piment Bou, qu'il s'appelle? Piment piqué. Voilà, Jojo Piment Piqué. Comment tu le vois, ce personnage? Ben, je le vois parce que je regarde ce qui se passe. Je suis l'information. J'aime beaucoup écouter les gens quand ils parlent la nuit, dans les radios, parce que les gens disent beaucoup de choses. La nuit, on ne parle pas comme on parlerait pendant la journée. Et je vois donc comment cette société, tout se tient. Jojo Piment Piqué n'existerait pas s'il n'y avait pas Cyprien, s'il n'y avait pas ce grand homme d'affaires, s'il n'y avait pas aussi le juge. Tout ceci fait, comment je pourrais dire, peut-être la complexité, la dureté des choses, mais ce que je voulais montrer, c'est que c'est un système qui se tient. Jojo Piment Piqué, c'est le pendant de l'homme d'affaires, c'est le pendant de Cyprien, qui va devenir un avocat brillant, c'est le pendant des hommes politiques, c'est le pendant de tout le monde. Oui. On sent que Jojo Piment Piqué a été en même temps instrumentalisé.
quand par exemple avec son associé, ils ont assassiné le jeune riche au bord de la Mercedes, on sent qu'ils ne voulaient pas vraiment enlever la vie. On sent que dès que tu commences à tuer, dès que tu tombes dans le cercle du crime, tu n'arrives plus à t'en sortir. Très difficile de s'en sortir parce que c'est un cercle vicieux. On est là-dedans, on met le pied, on a des difficultés à en sortir. Mais ce qui m'intéressait davantage, c'est la lettre du juge, c'est comme un obus lancé au début et les éclats vont toucher tout le monde, tous les personnages. Comment cette mort, ce n'est qu'un point de départ et tous vont être concernés là-dedans. Même le journaliste français qui rentre, il est pris dans la spirale de cette déflagration. Et tu as un personnage qui s'appelle Ézéchiel, c'est le personnage poète, mais aussi militant étudiant. Il est très engagé dans tout ce qui est mouvement estudiantin, mais on sent que quelque part, il sait que ce mouvement estudiantin n'est au fait peut-être que de la performance, qu'une coquetterie de jeunesse, que ça ne va pas vraiment changer les choses quand je suis sa trajectoire et ses prises de position. Là, c'est ta lecture du personnage. Et quelque part, est-ce que les autres savent? Pierre ne sait pas si quelque chose va changer. Je ne sais pas si le journaliste français apprend quelque chose sur Haïti. Dans la mesure où ceux qui sont de l'international ont toujours une projection avec leur propre fantasme, leur propre mythologie sur ce qu'est Haïti. Et on ne peut pas faire comme si cet international n'existait pas. Il est de plein pied chez nous. Donc oui, chacun est pris dans sa propre histoire, mais sa propre histoire, c'est ce qui fait le collectif aujourd'hui. Et tant que ce collectif ne change pas, on aura ce genre de personnage. Il n'y a aucune raison que ça change. À une époque où, de leurs femmes, les puissants n'arrachaient qu'un vague soupir, il n'y avait que des professionnels pour accepter ces fantaisies qui font exulter la chair. Alors ils les ont imposées à des jeunes femmes et à de jeunes hommes de la classe moyenne, de la moyenne basse et très basse, et aux jeunes hommes et jeunes femmes du peuple, à coups de substances hallucinogènes, LSD, mouches espagnoles, d'alcool fort et de promesses fallacieuses. Certains y ont laissé leur raison, quelques-uns leur vie et d'autres les deux. Tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil et que des blancs pervers gavaient d'anis et de whisky en se dancing fumé de Casablanca. Il y a aussi, dans cette douce déroute, l'impératif de la fête, des déboires et de l'exploitation de l'autre dans cette dynamique festive. Est-ce que c'est une fête? Oui, ça c'est une question qu'on peut se poser. La fête, moi je vois la fête comme quelque chose d'extrêmement qui te tire vers le haut, parce que c'est beau, il y a une joie pure presque. Là, c'est la débauche parce qu'on est en situation de puissance. Comme on est en situation de puissance, on organise des garçonnières ou bien dans des boîtes de nuit un peu louches et on pervertit ceux qui sont démunis, qui sont moins nantis que nous. Et ça, oui, c'est une réalité. Elle a été la réalité d'une époque, elle l'est encore. Donc moi, je n'appelle pas ça de la fête. Pour moi, c'est quelque chose de très noir. Par contre, les rencontres chez Pierre, c'est la fête. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin juste de l'amitié, de la bonne musique, d'une nourriture qu'on aime. Et on partage les choses. Ça, c'est une fête. Alors que là, il y a quand même des gamines qui sont exploitées, des gamins qui sont exploités. Et j'en connais qui ont laissé leur raison, d'autres leur vie. Ça existe, oui. Donc la place à la drogue, à la dérive, à la débauche totale. Et à l'exploitation de celui qui a vers celui qui n'a pas. Et un homme d'affaires dans ce roman, ce monsieur Sami Hamid. Sami Hamid qui à la base originellement n'est pas haïtien, il est syro-libanais, il va s'associer un peu à cette bourgeoisie classique haïtienne, il va faire affaire. Est-ce que Sami Hamid a une conscience d'Haïti? Ou bien est-ce que ce pays est pour lui... D'abord, je vais t'arrêter là. À partir du moment où la personne naît en Haïti, elle choisit d'avoir un passeport haïtien, elle est haïtienne. Qu'importe sa couleur, la texture de ses cheveux, ou la forme de sa bouche, ou de son nez. Mais en général, je pense que certaines personnes s'arrangent d'ailleurs pour avoir plusieurs passeports, au cas où. Alors, un petit passeport canadien par là, un petit passeport américain par là. Beaucoup de gens font ça parce qu'on est dans une culture de la survie. Parce que même celui qui a est dans une culture de la... On ne sait jamais. Haïti s'était glissé. Donc personne ne s'investit véritablement sur du long terme. On va faire des choses pour pouvoir avoir cette position. Voilà. Et c'est pour ça que le personnage lui-même,
il est presque de passage. Ouais. En fait, leur banlieue, d'ailleurs, la femme l'appelle à un moment donné, et elle dit qu'elle déteste Haïti. Ouais. Elle dit, yes, honey, eh ben, je vais t'envoyer faire un week-end de shopping à Miami, parce qu'on a sa maison. Ouais. Et tu as une phrase aussi après, où tu dis, mais comment des gens qui ont tout gagné ici sont prêts à tout pour laisser ce lieu où ils ont tout gagné? C'est ça. Et Miami devient la banlieue, la maison de villégiature de ces gens-là. Voilà. Et donc, on déteste Haïti, mais en même temps, on fait tout pour que Haïti soit dans cet état. Donc, c'est un peu contradictoire, effectivement. Ouais. Il y a des passages, mais vraiment qui frappent beaucoup Yannick Layens. Père aimait répéter que, malgré la peur, la dictature, le désarroi, la foi en quelque chose de meilleur les habitait. Là, moi, j'ai pris peur un petit peu. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on va dire qu'au temps de la dictature, il y avait au moins un certain ordre public? Oui, il y avait l'absence de l'ordre politique. Mais tu continues la phrase, parce que ce n'est pas ce que je dis. Oui. Tu continues. Sa génération avait cru faire une révolution en chassant les miliciens. Ils avaient été remplacés par des mafieux. De tous bords, de tout poil, insistait-il, en grinçant des dents presque. Père n'a aimé ni les premiers, ni les derniers, il en est mort. Voici de ces personnages qui sont morts dans une totale désillusion politique. Absolument. Et je pense que la désillusion politique, elle est contemporaine, elle est actuelle. Je pense que tant qu'on était avant 1989, il y avait aussi ce rêve, qui n'est pas seulement haïtien, ce rêve, parce que le monde était bipolaire, il y avait les bons, les méchants, on se disait qu'on va créer soit une république socialiste, etc., et que tout va être très bien. Non seulement on voit au niveau mondial l'effondrement de cette chose-là, et au niveau local, on voit que bon, on pensait chasser un régime et que ça allait aller mieux, et on voit que c'est plus profond que ça. Ouais. C'est beaucoup plus profond. Donc il faut aller dans des bases plus culturelles et aller beaucoup plus profondément. Et c'est ça qu'elle dit un peu, Brune. Et ce passage, je le continue si tu permets. On meurt beaucoup et vite dans cette ville. Les statistiques, la justice et la presse sont en retard sur la mort. Ça, c'est de l'écriture aussi. Hein. Et chaque mort est effacée par le prochain match de foot. Vu le nombre des championnats et les progrès dans la diffusion à l'échelle planétaire, aucun décompte complet ne sera jamais fait. Paf, 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 3 calibres de 9 mm et la ville entière hurle « Goal !» Mais on a l'impression que le football, en effet, comme sport qui mobilise l'attention des masses, est en train de constituer un véritable contre-feu politique. Les gens ne voient plus le réel haïtien qu'à travers un match de football. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui avait écrit « Vitesse et politique ». C'est un très beau livre de Paul Virilio. Et c'est vrai que les choses vont vite. On passe d'un sentiment à l'autre, d'un événement à un autre. On n'a même pas le temps de digérer. Et je crois que la vitesse, c'est presque un personnage du roman. Parce que les choses vont très vite. En 7 jours, on peut vivre des choses extraordinaires. En une journée, ben, c'est la réalité. À toi, c'est toi qui interprètes. Moi, ça m'a... Déjà, j'ai mes soucis personnels avec le football. Je trouve que ce sport est devenu trop important, occupe trop de place. En fait moi, j'étais comme un thermomètre. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans une journée à Port-au-Prince? Et puis, je notais. 2h45 à Port-au-Prince. Et voilà, je note les embouteillages, je note, je ne sais pas moi, les gyrophares et les sirènes qui nous empoisonnent la vie, je note tout ça. Je note une soirée fantastique que je peux passer au bas de la ville avec des jeunes qui montent un spectacle. Tout ça, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, je note tout ça. Et je n'ai pas le temps, véritablement, et c'est l'écriture qui doit restituer, justement, tous ces sentiments. À la fois contradictoires, mais qui se mélangent. Et je pense que c'est peut-être ça, le miracle de la littérature. C'est ce miracle-là, de pouvoir nous faire ressentir les choses. Parce que très souvent, les gens disent « Ah oui, la littérature, c'est pas très sérieux ». Vous lisez un livre de statistiques, oui, vous avez des informations. Vous lisez un livre scientifique, des explications. Mais qu'est-ce qui peut te donner la saveur d'une ville? La saveur d'un moment, si ce n'est la littérature. Parce que là, on mobilise tous les savoirs dans la littérature. Tout carrément. Tout est là. Et on essaie de le proposer, justement, cet ensemble de savoirs, en un projet esthétique, en plus. Donc, tu as le plaisir, en plus, de lire quelque chose, et tu comprends à la fois le politique, le social, le poétique, enfin tout. Tout est là. L'histoire, et la mythologie, la spiritualité, tu as tout. Tu as parlé il y a quelques instants là, de cette jeunesse du bas de la ville, mais tu saisis aussi
cette pluralité de jeunesse qu'il y a au bas de la ville. Tout à fait. Mackenson a fait l'acquisition d'un transistor pour transporter ses clients en musique. Mackenson, c'est chauffeur de moto. Il ajoute son tintamarre au vacarme général. Brune saisit des bribes d'une chanson où il est question de ceux qui sont armés et de ceux sans armes mais qui n'ont pas peur. N'est pas mieux sans âme, mais aux cannibales. Mes hommes à moi sont sans armes, mais ce sont des cannibales. Ça, c'est une autre jeunesse du bas de la ville aussi. Oui, et il faut être à l'écoute. Parce qu'on peut être, comment je pourrais dire, un intellectuel, etc., isolé dans sa tour Illuminé. d'ivoire, on lit. Mais il y a quelque chose qui se passe Ouais. dans la vie, dans la palpitation de tous les jours. Il faut absolument être à l'écoute de ça. Ouais. Écoutez ces jeunes qui n'ont pas 30 ans et qui disent qu'ils sont des cannibales et qu'ils n'ont Et pas d'armes. puis, écoutez les chansons. Les chansons disent beaucoup de choses. On peut avoir en même temps des jeunes qui font des chansons engagées politiquement et puis d'autres qui font autre chose, qui font l'éloge d'une paire de chaussures de tennis. Ouais. Vous savez tout. Et il faut savoir saisir ce tout pour donner justement le rythme, la température et l'âme de la ville. Et Dans là, sa ça globalité. Ouais, et ça nous met dans la dictature du facile, la dictature de la réussite. En même temps, et tu as d'un autre côté une autre jeunesse dont on parle moins, mais qui est dans, je vais monter un orchestre de musique classique. Même dans une ville de province comme Marmelade, il y a un orchestre de musique classique. Tu vas à Jacmel, il y a un orchestre de musique classique. Donc tu as tout. Mais cette jeunesse-là, malheureusement, elle n'est pas sous les feux des projecteurs. Absolument, parce que les médias mettent les feux des projecteurs sur ce qui fait du bruit et de la fureur. Alors qu'il y a une autre Haïti, certainement, qui vit sa vie. Et qui vit sa vie autrement. Douce déroute, Yannick Layens est définitivement sur le plateau des livres. Et vous, c'est un roman qui sera disponible en Haïti à partir du mois de mars, le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Ce taco à demi foutu, Ézéchiel et les autres chassent un peu la mort, comme les hommes traquent les putains dans les rues sombres. À l'angle de la rue Monseigneur Guillou et de la rue Elroy, l'unique œil de la guimbarde éclaire un barrage. De police ou de malfrats, difficile à dire. Warner a crié « tous couchés » et tout son cœur lui a répondu « gaz, fonce, fonce ». Et Warner a accéléré dans le premier virage. Ils ont glissé sur leur siège. Les balles ont sifflé dru. Nerline, d'abord tétanisée, a ensuite fondu en larmes, en pensant à ce qui venait de leur arriver. Les garçons ont tenté de la calmer en allant chercher loin le peu de ressort qui leur restait. Tous sont arrivés comme des somnambules au domicile de l'oncle de Warner, sans souvenir aucun du trajet entre les coups de feu et cette porte contre laquelle ils n'arrêtaient pas de cogner. L'oncle de Warner a mis du temps à leur ouvrir. « C'est qui laisse? Qui est-ce? Qui moun ça? C'est qui ?» Warner a dû hurler avant qu'ils soient rassurés et leur ouvre, les mains tremblantes. Dans la nuit, sa femme leur a préparé du café qu'ils ont bu sans sucre et une tisane de verveine avec un grain de sel, à cause de la commotion. Et pour effacer la peur de cette mort qui est arrivée à pas feutrer, les a lorgnés et est repartie. Nerline décide de dormir chez l'oncle de Warner, sur une chaise à même le sol, debout, n'importe où, n'importe comment, pourvu qu'elle n'ait pas à sortir à nouveau. Trop atteinte parce qu'elle venait de vivre, pour pouvoir mettre un pied devant l'autre et affronter de nouveau la rue et la nuit. Au bout d'un moment, malgré les protestations des uns et des autres, Ézéchiel décide de rentrer à pied, seul. Nerline le supplie jusqu'aux larmes. Il en est surpris et même ému, mais ne laisse rien paraître. Il les rassure tous. La mort ne va tout de même pas me reluquer à nouveau, pas possible. La mort est certainement allée voir ailleurs, pas prête à revenir de sitôt me caresser ou me tenir par la gorge. Affronter seul les rues bucoliques de l'Apocalypse tient de la fanfaronnade et de l'ivresse. Peut-être Ézéchiel veut-il aller jusqu'au bout de cette bravoure sans faille qu'il aime afficher. Peut-être veut-il impressionner Nerline. De toute façon, une telle décision lui paraît terriblement poétique, hors d'haleine, dans la soie, dans la baie de la mort. Merci Yannick Layens, 12 déroutes, ce passage qui concerne Ézéchiel, mais qui rapidement me permet de penser à ton système narratif, à ce que tu as choisi comme narratologie. On sent qu'on n'est pas dans une focalisation interne ou externe ou zéro. On sent que les voix s'entremêlent. Le narrateur parle en même temps que le personnage, un autre personnage reprend. Cette pluralité de voix fait toute la richesse de ton système narratif. Eh bien, ça m'est arrivé assez d'instinct, je peux dire. Parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, le personnage est à la fois pris
dans cette vitesse de Port-au-Prince, dans cette espèce d'imprévisible Port-au-Prince. Et en même temps, elle essaie quand même de comprendre ce qui lui arrive. Donc on passe d'une sorte d'introspection à l'histoire vue du dehors. Et ça donne finalement un rythme différent, effectivement, que une écriture, disons, plus classique. Voilà. Ouais, parce que le personnage, il parle, en même temps, il y a un narrateur qui l'observe et qui parle en même temps, ce qui fait que c'est quand même un roman qu'on doit lire en étant assis. Bon, je ne sais pas, c'est toi qui le dis, moi je l'ai écrit, donc voilà, ça c'est ton oui. Oui, alors 12 déroutes, on continue avec des passages qui me paraissent très intéressants. La foule chauffée à blanc applaudit et entonne des chansons guerrières d'il y a 2 siècles. Grenadier à l'assaut, Sakimouris a fait à eux. Moi, j'ai aimé le fait que tu aies dit des chansons guerrières d'il y a 2 siècles. Ce qui sous-entend que ce qui avait comme slogan révolutionnaire il y a 2 siècles, nous sommes toujours en train de travailler sur ces slogans-là. Est-ce que cela sous-entend que malgré tous les grands mouvements de protestation qu'il y a en Haïti, étant donné que les slogans n'ont pas véritablement changé, est-ce que nous n'avons pas changé les choses en profondeur ? Est-ce pour cela qu'on n'a pas pu renouveler notre arsenal conceptuel pour nous battre? Ouh là là, ça c'est presque une question de faculté, je ne sais pas, d'histoire ou de... Ça c'est le lecteur qui parle. Moi, ce que je voulais rendre, c'est justement cette quête inassouvie, inachevée. C'est surtout ça. On aura toujours de ces personnes comme Ézéchiel qui sont laissées sur le côté. Et quand on est laissé sur le côté, et que ça dure depuis longtemps, pourquoi changer le slogan? Puisque ça fait 2 siècles, effectivement, qu'il est laissé de ce côté. Si ce n'est pas lui, c'est son grand-père, son arrière-grand-père, son bisaïeul, etc. C'est un peu ça que je voulais faire paraître. Mais en même temps, Ézéchiel n'est pas juste celui qui chante ses chansons. Ézéchiel, c'est quelqu'un qui évite même de tomber amoureux alors qu'il va finalement tomber amoureux. Il n'y a pas que ça dans le personnage. Il y a autre chose du personnage. Ce qu'il vit avec sa mère, ses rapports avec ses frères et cette liaison amoureuse qui va commencer avec Nerline. On est tout ça. Nous ne sommes pas simplement des êtres politiques ou intellectuels ou je ne sais pas moi. Il y a tout. On est un faisceau de choses. J'aime bien Nous sommes un faisceau de choses, ça me fait penser à Brune. Tu vois, Brune, Francis a attiré ma tête vers la sienne, c'est Brune qui parle. Centimètre par centimètre, son visage s'est approché. Je distingue ce petit signe à la base de son cou et je ferme les yeux. Ses lèvres effleurent les miennes. Il embrasse le bout de mes seins. Raidi par la terreur et un plaisir inconnu, je retiens mon souffle. Sa main a frôlé mon cou, s'est enfoncée dans ma chevelure. Je ris malgré moi. Comme pour se venger de ma moquerie, la main voyage, effleure le renflement du sexe par-dessus le slip, puis, repoussant le tissu, caresse la chair nue. Quand il entre brusquement en moi, ma vue se trouble, mes oreilles bourdonnent, me voilà les yeux tirés vers la jouissance. Un fleuve se déverse sur moi, une partie de moi-même me quitte et flotte en l'air. Cette brune inconnue me contemple, m'écoute gémir, râler, je crois que je vais mourir. Cette même brune, c'est là que nous sommes un faisceau de personnages, a quand même perdu son père, Raymond Berthier. Elle est habitée par la colère. Elle est habitée par la colère, par la rage, par la grogne. Mais voici cette même brune dans une situation d'amour qui est carrément en apesanteur. Heureusement qu'on peut être tout ça. Parce que si on se laisse simplement mener par la colère, je pense qu'on ne peut pas être simplement ça. Et c'est très bien qu'elle découvre justement la surprise amoureuse. Parce que dans cet amour avec Francis, il y a une grande part de surprise. Donc oui, tout ceci, ça se passe dans Port-au-Prince. Port-au-Prince est multiple, divers et ouvert, heureusement. Est-ce que c'est là le propos même de ce livre? Est-ce que c'est dire, attention, Port-au-Prince, c'est vraiment un port pour des princesses et des princes. Donc, avec beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas que la misère, ce n'est pas que l'insécurité, c'est aussi de grandes scènes de liesse populaire, de grandes scènes d'amour, d'engagement politique. C'est un tout. C'est un tout. Et je pense que c'est une manière d'aller au-delà des stéréotypes et de l'ignorance. Parce que si on va au-delà des stéréotypes et de l'ignorance et qu'on accepte cette ouverture, on peut justement découvrir toutes ces facettes. Et certainement la richesse aussi. Et ce Port-au-Prince qu'on n'éclaire pas des feux, des projecteurs, et qui est un Port-au-Prince qui est l'oxygène de cette ville.
Tout comme Marquez a inventé une ville qui a marqué des esprits, Yannick Layens, dans 12 déroutes, a aussi inventé une ville magnifique. Il s'est mis à son compte au service quasi exclusif de Sami Hamid depuis Medekia. Voici le nom de cette ville. Il se rend en Porsche de sa villa achetée argent comptant à son cabinet, réservant la Range Rover pour les week-ends au bord de la mer chez ses tout nouveaux amis. Cyprien vit désormais dans l'écume. J'aime beaucoup ce principe que tu as développé dans ce roman, le principe de vivre dans l'écume ou dans le chaudron. Alors, le chaudron, il y a l'écume du chaudron Ouais, et puis il y a le fond. Oui, il y a le fond du chaudron. Exact. Mais nous sommes quand même dans le chaudron, donc c'est chaud pour tout le monde. Mais il y a quand même quelques acteurs, allez savoir pourquoi, quelles concessions ils ont faites. Ils sont sur l'écume. Oui, c'est une image qui est venue assez rapidement parce que quand il est dans sa petite voiture, là, il n'a pas encore fait toutes les concessions qu'il faut pour avoir sa Range Rover ou sa Porsche. Il n'a pas envie d'aller dans l'écume. Il se fait presque heurter, il fait une manœuvre. Et au lieu d'être fâché, il est absolument en admiration devant ceux qui ont une telle puissance de pouvoir doubler toutes les voitures et s'en aller comme ça avec leur gyrophare et leur... La Audi, par exemple, Il se Quattro. trouve, et ça travaille dans sa tête. Toutes les fois qu'il rencontre celui qui l'emploie, les hommes politiques, il y a l'image de la Audi, la publicité. Il se dit, mais quand est-ce qu'il va avoir une Audi comme ça? Il en rêve même d'une quand il est avec Dorothée, qui serait en intérieur cuir, etc. Donc il y a quand même, je pourrais, toute cette mythologie qui traverse les personnages. Oui. Est-ce que pour être dans l'écume comme Cyprien, il faut se faire des infidélités, Yannick Layens? Pas toujours. Mais dans le cas de Cyprien, oui, il s'est fait des infidélités, c'est évident. Parce qu'il a peur d'aller au fond du chaudron, parce que si la ville est un chaudron, vivre, c'est dompter ces chutes-là pour ne pas se retrouver très vite au fond du chaudron. Donc il vise l'écume toujours. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que Ézéchiel, c'est le modèle de personnage qui lui a souhaité renverser le chaudron? Complètement. Ah oui, lui, il aimerait vraiment renverser le chaudron et que tout le monde brûle à la limite. Enfin, heureusement que ça n'arrivera pas dans le roman. Voilà. 12 déroutes, le tout dernier roman de Yannick Layens. Le roman sera disponible en Haïti à partir du mois de mars. Le roman sera à la librairie La Pléiade chez mes bons amis. L'occasion pour vous de découvrir ce nouveau roman de Yannick Layens. Là, j'ai une question pour te taquiner. Est-ce que Bain de Lune n'a pas fait la vie dure à 12 déroutes? Toujours. Parce que tu as quand même eu le prix Femina. Tout à fait. Et les prix, et en général, quand on a un grand prix comme ça a tué un certain nombre d'auteurs. Ouais. Ils ont eu le prix et c'était le silence absolu après. Comment faire? Alors j'ai craint, je suis passée par des périodes de doute et de crainte. Je me disais, oulala, est-ce que... Surtout qu'après, il y a eu toute une période de promotion où je n'ai pas eu le temps de m'asseoir pour commencer à rédiger un autre texte. Donc j'étais en voyage tout le temps. Et là, je me suis dit, non, tu ne dois pas fuir. Tu vas t'asseoir et écrire un autre roman. Donc ça a été, oui, ça m'a hanté. C'est quand même un prix littéraire extrêmement important, il faut le dire, le prix Femina que tu as remporté avec Layens. Comment tu as vécu cette nouvelle? C'est la première fois qu'on en parle comme ça à la télévision, mais tu as quand même le prix Femina. C'est pas rien. D'abord, je n'y croyais pas, dans la mesure où, d'abord, je vis en Haïti. Il y a des auteurs du monde entier, je le rappelle, qui souhaiteraient avoir ce prix. Et puis... Je ne suis pas publiée dans une des très grandes maisons d'édition. C'est une maison qui se tient bien, qui est très jeune d'ailleurs. Les grandes maisons d'édition tenues par des hommes en plus, ce sont des maisons qui ont un siècle et plus. En plus, c'est une femme. Je me dis, j'avais déjà été le coup de cœur de pas mal de réseaux de libraires, donc ça me satisfaisait largement. Et je suis rentrée. Il y a même des gens qui me disent, mais comment tu ne restes pas pour pouvoir défendre ton livre? Je dis, défendre en faisant quoi? Moi, je rentre chez moi. Si je dois l'avoir, je l'aurai, c'est tout. Et d'ailleurs, je devais partir après la date de la désignation du prix. Et mon éditrice qui me dit, quand j'étais parmi les 4 derniers, tu vas venir plus tôt. J'ai dit, mais tu as de l'argent à perdre ou quoi? Et bien, je suis arrivée tranquille. Donc, je n'étais pas stressée parce que je ne m'y attendais pas. Elle était stressée, moi, pas du tout. Je me suis dit, bon, voilà. Et puis, je l'ai eu et j'étais très contente de l'avoir. Très, très, très contente de l'avoir. Et tout Haïti est extrêmement... Absolument. Et puis, ça permet de vendre beaucoup de livres, ceux dont je ne suis pas mécontente. Parce que ça fait du bien quand même à son portefeuille. Et puis, voilà.
Et maintenant, avec la traduction en anglais aussi de ce livre, j'ai appris à découvrir récemment le marché américain, parce que c'est une publication dans une édition non universitaire, donc commerciale. Donc ça a une vie, un trajet de vie qui n'est pas celui des éditions universitaires. Et c'est intéressant de découvrir... Parce que l'Amérique est en train de s'ouvrir aussi au monde. C'est récent, parce que l'édition américaine, c'est une édition très fermée, très centrée sur elle-même, autosuffisante, comme les Américains, qui pensent qu'il n'y a que l'American Way of Life. Donc, voilà. Voilà, 12 déroutes à qui je souhaite un avenir tout aussi intéressant, tout aussi important, étincelant. Maintenant, le petit questionnaire de Proust, ma chère Yannick. Oui, on a fait ta biographie au début, mais que pour s'amuser. Quel est le principal trait de ton caractère? Voilà, il faudrait demander aux autres. Je ne suis pas très douée pour l'introspection ou la... Chercher, peut-être. Et quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Ben, les qualités que j'ai, moi aussi. Et quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? Peut-être l'ouverture. Et oui, aux autres aussi. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La fidélité. Quel est ton principal défaut? Je me mets en colère. Et quelle est ton occupation préférée? La lecture. Et qu'est-ce que tu voudrais être à part être écrivaine? Pas autre chose. Quel est le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? À part Haïti, parce que j'aurais dit Haïti malgré mes grandes colères. C'est l'endroit où je rêve, je me sens bien. Même après des séjours à l'étranger, non, j'ai envie de revenir chez moi. Et quel est ton mot préféré? Sérénité. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Oh là là, il y en a tellement. Je vais faire des infidélités à mes haines, on pourrait dire peut-être Rochambeau, Ouais, il n'est Hitler. pas très sexy, Hitler. Ouais. Et quel est le son, le bruit que tu détestes par-dessus tout? Le beau des guettes derrière le mur de ma chambre, là, le soir. Ah, il y a un beau déguette tout près de chez toi. Ah non, ils vont pas te ménager. Hein. Oui. Et comment tu aimerais mourir? Oh, près de la mer, tiens. Ouais. Oublié, ouais. Pour voir Avec le l'horizon bruit. qui fait naufrage. Voilà, exact. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu l'entendre te dire après ta mort? Ah, cette phrase, bon, il y en a d'autres qui l'ont dit, mais est-ce que tu as assez aimé? Et quel est ton état d'esprit actuel? Toujours rechercher. Je suis en train de chercher d'autres projets, de mettre sur pied d'autres projets, toujours. Parce que c'est la seule façon de vivre. Donc, je ne connais pas l'ennui. Ouais. J'ai toujours des choses à faire. La nuit, tu ne connais pas. Non, je ne connais Et pas. je t'avais également demandé, très cher Yannick Lyens, de proposer 3 livres aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de l'émission. Et tu m'as parlé du bruit, le bruit et de la fureur de Faulkner. Pourquoi il t'a marqué ce roman? Le profil, on va parler de découpe narrative. Parce que c'est un livre que j'ai lu et qui m'a rappelé aussi Haïti. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est des communautés culturelles différentes. Tu as les planteurs du Sud, des États-Unis, et les esclaves. C'est une famille qui commence à perdre de son aura économique, parce qu'on est après la guerre de sécession. Et on voit la présence des Noirs. Faulkner a d'ailleurs un rapport assez ambigu avec les Noirs. Donc, comment la présence d'une autre communauté influe sur... Comment faire la cohabitation de communautés culturelles différentes. Et quand on regarde cette société coloniale, elle rappelle la société haïtienne, qui n'a pas encore laissé complètement la colonie mentalement. Donc, ça m'avait énormément interpellée. Et puis, il y a aussi la forme. Faulkner, c'est quand même celui qui commence avec un roman très moderne, qui nous déroute. Parce qu'on est dans la conscience des personnages, on a 4 blocs. Et d'ailleurs, le premier bloc, c'est un des frères qui est handicapé mental. Donc, suivre les méandres, c'est compliqué. Les déroutes, carrément. Donc ça, je me suis dit, waouh, quelle performance de pouvoir mettre ce Benji qu'on voit au début. Ensuite, il y a l'intellectuel de la famille, mais qui va se suicider, Quentin. Très jeune, ouais. Il y a l'autre frère, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler la félicité. C'est Mais cette sœur qui est au cœur du roman, mais qui jamais ne parle pour de vrai. Absolument, qui s'appelle Candice. Voilà. Et
Mais en même temps, j'ai compris après aussi que le roman américain, c'est un roman qui naît avec le cinéma. Donc, les techniques du cinéma vont entrer dans le roman américain très vite, les flashbacks. Ouais. C'est-à-dire, l'auteur arrive à faire avec la littérature ce qu'une caméra fait avec le cinéma. Voilà. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'apporte le roman américain au début du XXe. Oui. Donc, Le bruit et la fureur, un roman à lire absolument. Après, tu es parti en Russie, Dostoïevski, L'idiot. Oui. C'est un livre qui m'a été recommandé très jeune par un oncle et maternel. L'idiot pose la question de toutes les civilisations. Pourquoi une civilisation existe? C'est pour le bien-être de la collectivité. Donc ça devrait tendre au bien. Mais il y a toujours... Les religions sont faites pour ça aussi. Il y a toujours le mal. Il y a toujours ceux qui, de manière incessante, avancent vers le mal. Et il y a toujours ceux qui, d'un autre côté, font le travail inverse. Qui avancent vers le bien, mais quitte à passer pour de grands naïfs, donc des idiots. Exactement. Voici pourquoi il faut absolument... Ce livre est extrêmement important parce que on l'appelle l'idiot. C'est comme le juge qui dit on est démodé. Être honnête, c'est quelque part être démodé. Ouais. Mais je me dis, bon, peut-être le Christ, la légende du Christ était démodée à son époque. Parce que Ouais. quand tu veux installer justement le bien par rapport aux forces du mal, tu es souvent démodé. Mais heureusement que ces gens-là existent parce qu'on serait carrément dans quelque chose de monstrueux dans le monde. Donc l'idiot, c'est ça. Il révèle aux gens ce que peut être la beauté, la grâce, l'innocence, et d'où le titre, l'idiot. Ouais. Et l'amour aussi, mais quel Absolument. amour il avait pour cette jeune dame. Absolument. Après, tu proposes Marie-Vieux-Chauvette. Oui, Marie-Vieux-Chauvette, parce que c'est la première romancière que je lis, haïtienne, d'abord une femme, qui est très, très intéressante, qui montre le problème de la complexité. Jusque-là, on avait des romanciers très politiques, idéologiquement marqués. Et ça veut dire que, bon, quand Roumain te dit, après le congrès du Parti communiste, la paysannerie, c'est le bras avancé de la révolution, on met Manuel. Avec Jacques-Séverin Alexis, c'est le prolétariat, donc là, Hilarion. Elle vient et elle dit, attention, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Ce n'est pas tout noir, tout blanc, il y a du gris. Et cherchons les responsabilités à partir de nous-mêmes aussi. Et le texte Colère, que je trouve plus complexe que Amour, reprend un peu d'ailleurs les personnages de Faulkner. Et elle pose le problème de la terre en Haïti, la tenure de la terre. Ouais. Elle pose le problème du préjugé de couleur et des mythologies que ça, des fantasmes que ça a. Il ne faut pas oublier cet avocat ou bien ce notaire qui veut absolument la fille, parce qu'elle est une mulâtresse, et il veut presque venger socialement à partir de cet acte. Elle est la seule à avoir eu le courage, à ce moment-là, de poser des questions essentielles sur la... Ouais, et Dieu seul sait combien elle a eu de problèmes pour ce roman. Voici donc les 3 propositions de Yannick Layens, Le bruit et la fureur, L'idiot et Amour, colère, folie. Des romans qu'il faut absolument lire. Et en mars, 12 déroutes, le tout dernier, mais vraiment le tout dernier bijou de Yannick Layens qu'il faut absolument lire, où il y a mais vraiment tout Port-au-Prince, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, dans tout ce que cette ville a à donner, à voir. Merci madame. Merci, Angelo, ça a été un plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, le temps de passer à une toute nouvelle rubrique pour cette année, Temps Science. « 2018, nouvelle énergie, nouvelle dynamique, nouvelle rubrique à l'émission Délivrez-vous. Dorénavant, à chaque sortie de cette émission, vous aurez Temps Science, une rubrique dans laquelle nous allons parler de science. Un vendredi, ce sera Maître Volmar. Un vendredi, ce sera Gaël Jean-Baptiste. Pour ce premier vendredi, j'ai avec moi Philippe Junior Volmar, avocat de son état, mais amateur de sciences, d'astronomie. Nous allons parler de ça justement très rapidement en 5 minutes. Comment camper l'astronomie pour un cerveau qui ne sait pas ce que c'est. Maître Volmar, le bonheur. Le bonheur. C'est déjà un bon début. Qu'est-ce que cette chose qui s'appelle l'astronomie? Bien, l'astronomie, c'est une science qui étudie les astres, qui étudie aussi leurs mouvements. Et ça a pris naissance assez tôt dans l'histoire. Bien entendu, elle s'est mélangée avec la religion et des croyances, etc.
Et pour devenir une science dans le temps moderne, un peu aux environs du XVIe siècle, avec Galilée. Donc, ce que cette science se donne comme mission, c'est d'observer les astres, de comprendre ce qu'on pourrait appeler la mécanique céleste, leurs mouvements, etc., et de faire des prévisions aussi. Ouais. Donc, en gros, c'est une science d'observation. Tu as parlé d'astres, mais moi j'ai 15 ans, je ne sais pas ce qu'est un astre. Eh bien, un astre, ce sont des objets célestes. Bien entendu, on utilise beaucoup plus le terme objet céleste qu'astre. Et astre, c'était plutôt utilisé par les astrologues. Mais on continue quand même à dire astre pour des planètes comme la Terre, Mars, des étoiles. Mais on appelle très rarement des galaxies des astres, ce sont des objets célestes, comme par exemple les nébuleuses. Donc, ce sont des corps constitués d'atomes qui existent dans l'univers. Donc, l'univers serait fait de 3 parties, on pourrait dire, d'espace, d'espace-temps, d'énergie et de corps célestes. J'aime bien que tu parles d'univers, mais tu sais, moi, vraiment, très honnêtement, je me demande toujours qu'est-ce que c'est que l'univers. Eh bien, l'univers, c'est tout ce qui existe. On pourrait dire, c'est l'un, pour utiliser Parménide. C'est tout ce qui existe. Mais maintenant, ce concept de tout ce qui existe ne suffit plus dans l'état actuel de la physique, en particulier de cette branche de l'astrophysique, où l'on réfléchit, de la cosmologie aussi, où l'on réfléchit sur cette possibilité qu'il y ait des multiples univers. Donc on appelle ça le multivers. Donc le multivers serait maintenant ce qui contient tous les univers, mais on peut s'en tenir dans l'état actuel de la connaissance que l'univers, c'est tout ce qui existe, vous et moi, le studio, la planète, le soleil, le système solaire, la galaxie, toutes les galaxies, ça c'est l'univers. Alors, pour fermer cette rubrique science, dis-nous, Maître Volmar, quel est le lien qui existe entre l'astronomie et l'astrophysique? Eh bien, l'astronomie étudie les corps célestes et leurs mouvements, alors que l'astrophysique étudie la physique de l'espace. Donc, comme par exemple, essayer de comprendre la constitution de l'espace, comment l'espace se tord et par le fait qu'il y a une masse au sein de cet espace, c'est de l'astrophysique. Essayer de comprendre comment les réactions thermonucléaires se produisent au sein des étoiles, c'est de l'astrophysique. Essayer aussi de comprendre comment prennent naissance les trous noirs et comment ils interagissent avec leur espace immédiat, c'est de l'astrophysique. Donc c'est de la physique de l'astronomie. Mais vraiment, ça c'est pas une question, c'est pour te taquiner. Quel est l'intérêt d'une telle science comme l'astronomie? Qu'est-ce que ça apporte à l'amélioration de la condition humaine que de maîtriser la mécanique céleste? Très bien. C'est une question assez intéressante parce que généralement, les gens ils pensent que c'est essentiellement désintéressé. Bien entendu, l'astronomie, c'est désintéressé dans un premier temps. C'est cette curiosité qui fait que nous voulons comprendre. Mais il y a aussi le fait que ça peut avoir des répercussions directes sur la Terre. Comme par exemple, comprendre la mécanique des astéroïdes peut nous permettre de prévoir des chutes de météorites qui peuvent éteindre l'espèce humaine. Il y a aussi le fait de comprendre la question actuelle du réchauffement climatique avec la planète de Vénus qui est complètement gorgée de gaz carbonique et qui a une température environ de 400 degrés. Il y a aussi la conquête de l'espace. C'est très important. Sans cette conquête, on n'aurait pas pu avoir de meilleurs moyens de communication avec les satellites. Et il y a aussi, ça pourrait paraître un peu utopique, mais dans un avenir très lointain, il faudrait, si l'espèce humaine veut perdurer dans l'existence, qu'elle laisse la planète. Donc, pour laisser la planète, il faudrait trouver d'autres planètes. Voilà pourquoi l'exobiologie. Les conditions idéales de la vie. Et maintenant, un livre, Maître Volmar, qu'un jeune peut lire pour savoir ce qu'est l'astronomie, un peu un quid, un b.a.-ba de l'astronomie. Qu'est-ce qu'on peut lire? J'ai commencé avec l'astronomie à travers les revues de vulgarisation, Sciences et Vie, Sciences et Avenir, mais malheureusement, depuis 12 janvier, on ne fait plus de commandes. Moi, ce que je recommanderais pour vulgariser tout ça, l'Internet. Internet, Google. Allez savoir ce que c'est l'astronomie. Voilà. Pour les références
bibliographique, moi je laisse le soin à Gaël Jean-Baptiste, il est il se connaît plus en matière de bibliographie. Mais l'Internet, oui, et puis il y a aussi et surtout YouTube. Voilà. Donc, des documentaires des documentaires. Et je dis rapidement aux téléspectateurs que vendredi prochain, Gaël Jean-Baptiste sera sur ce plateau. Là, on va parler d'étoiles. Merci, Maître Philippe Volmar, d'avoir planté le décor sur déjà ce qu'est l'astronomie. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Eh bien, merci. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, nous allons vous proposer cette rubrique. Mais vraiment, chaque semaine, on va rapidement, en 5-6 minutes, 8 minutes, parler de sciences, d'astronomie. Et ça fait toujours du bien de connaître des choses. On n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il était intelligent. Merci à vous de continuer à suivre cette émission. Merci au staff technique qui me permet de vous apporter cette émission chaque semaine. Merci à Mano, merci à Guito, merci à Baro, merci à Fekier, merci à Émilie, merci à Greg Boule, merci à Jimmy qui fait le montage. Merci à Alphonse. C'est vraiment une grosse équipe qui vous propose cette émission qui a l'air d'être une performance, mais au fond, il y a une équipe derrière qui travaille. Merci de continuer à charbonner votre intelligence. C'est un feu qu'il faut toujours alimenter. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.